Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Einar Tangen, Senior Fellow à l'Institut Taihei, cofondateur du Center for China and the World à la City University de Macao et également président d'Asia Narratives. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans l'émission. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Donc oui, ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'était évidemment de la guerre économique, mais aussi de ce que tout cela signifie, car les États-Unis ont clairement imposé des droits de douane non seulement à la Chine, mais au monde entier, puis dans certains cas, ont annulé ou suspendu ces droits, à l'exception de la Grande-Bretagne, où ils ont effectivement conclu un accord. Mais pour se concentrer d'abord sur les négociations entre les États-Unis et la Chine, que pensez-vous de ces négociations? Parce que, pour certains, il semblait que Trump avait cédé, tout en revendiquant la victoire. Et en effet, de nombreux journalistes et hommes politiques affirment également qu'il s'agit d'une victoire. Comment analysez-vous cette situation? Eh bien, je veux dire, revenons au début. Donald Trump a déjà essayé les droits de douane. Cela n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, il a lancé une première phase, puis cette première phase s'est essoufflée. Et cette fois-ci, il a décidé d'adopter une approche de grande envergure. Il a ciblé près de 180 pays, étant donné qu'il n'y en a que 195, si l'on inclut le Saint-Siège et quelques autres. Il déclarait en gros la guerre au monde entier, y compris à ses voisins les plus proches, à ses alliés, ainsi qu'à ses concurrents et à d'autres pays dont il se souciait peu. Je veux dire, même les manchots sont très perplexes quant à la raison pour laquelle ils sont soumis à des droits de douane. Mais, vous savez, au-delà de l'aspect un peu étrange, cela semblait manquer de véritable objectif final. Il semble maintenant qu'il pensait qu'en agissant ainsi, il montrerait aux gens qu'il était très puissant et qu'il pouvait les forcer à adopter ce nouveau paradigme qu'il souhaite instaurer, avec l'Amérique au centre. Ensuite, l'Amérique utiliserait sa supériorité politique, économique et militaire pour en somme créer ses relations bilatérales inégales avec d'autres pays, qui seraient en fait contraints de devenir une partie des États-Unis, même s'ils n'auraient pas le droit de vote. Ils ne seraient que des nations assujetties servant à soutenir les États-Unis. Eh bien, le problème avec ce que Trump essaie de faire, c'est que les flux commerciaux sont mesurés par tout le monde. Le FMI, la Banque mondiale, la BAD, chaque pays. Il voit ces cartes et lui insiste pour dire qu'il a une quinte flush royale, qui est la meilleure main au poker. Et tout le monde regarde ces cartes en se disant « Non, tu ne les as pas ». Mais les pays de petite et moyenne taille n'ont pas les moyens d'affronter les États-Unis d'égal à égal, donc chacun essayait de trouver quoi faire. Or, au milieu de tout cela, la Chine a dit « Je te mets au défi, tu ne les as tout simplement pas ». Et ils savaient que la pression ne venait pas tant directement de la Chine, mais simplement du fait que le public américain avait élu Donald Trump pour faire baisser les prix, pas pour les augmenter. Ils sont très inquiets. Plus de 70% des familles américaines estimaient vivre au jour le jour avant l'élection, et beaucoup d'entre elles pensaient que, même si elles n'aimaient pas particulièrement Donald Trump, elles n'avaient aucune confiance en Kamala Harris pour gérer la situation économique. Après tout, elle suivait essentiellement le même discours que Joe Biden, affirmant que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais les Américains, eux, s'inquiétaient. Défaut de paiement sur les cartes de crédit, faillite, gens qui perdaient leur maison, leur voiture. Cela se produisait et les gens étaient très très préoccupés. Alors ils ont choisi Donald Trump. Ils disaient « Je vais vous montrer la victoire. Souvenez-vous, l'âge d'or, ce genre de choses. » Et en réalité, cela ne se passe pas comme ça. Parce que lorsque la Chine a dit non, il y a eu soudainement un changement radical dans la façon dont cela fonctionnait.
Rappelez-vous, cela s'est produit lors du premier réajustement de 90 jours. Il l'a suspendu pendant 90 jours auparavant à cause de la réaction des marchés obligataires. Maintenant, il y a la deuxième partie. La première partie, c'est, vous savez, vous êtes des consommateurs. L'Américain moyen souffre de la hausse des prix et cela risque d'entraîner une spirale économique descendante. Plus les prix augmentent, moins les gens dépensent. Et quand les gens dépensent moins, il y a moins d'emplois. Il y a aussi le problème de la dette américaine. Donald Trump a toujours aimé la dette. Il n'aime simplement pas la rembourser. Et jusqu'à présent, il n'a pas proposé de plan pour s'occuper des 36 000 milliards de dollars de déficit américain qui ne cesse d'augmenter. En fait, d'ici la fin de l'année, il atteindra 38 000 milliards. Des questions à ce sujet ont déjà été soulevées. En 2011, S&P a dégradé la note des États-Unis. En 2023, c'est Fitch qui l'a fait. Et maintenant, Moody's, cette semaine même, a indiqué qu'ils allaient dégrader la note des États-Unis de AAA à AAA1. Est-ce que ça va affecter l'Amérique à long terme? Oui et non. Le problème, c'est que si personne n'a confiance dans le dollar américain et dans le système, ils n'achèteront pas d'obligations. Ceux qui achètent des obligations vont exiger un taux d'intérêt plus élevé. Donc le premier ajustement a eu lieu parce que le marché obligataire réagissait très négativement. Et si les taux d'intérêt augmentent, le montant que les États-Unis devront payer pour leurs dettes va fortement augmenter. Il fait donc face à deux réalités. Il est impopulaire auprès du public à cause de la hausse des prix et il doit faire face à un montant d'intérêt potentiellement paralysant. L'an dernier, les États-Unis ont versé 1 000 milliards de dollars sur un budget de 6 000 milliards. Et sur ces 6 000 milliards, 2 000 milliards ont été empruntés. Donc en réalité, ils empruntent plus que ce qu'ils paient en intérêt. Si c'était n'importe quel autre pays, on dirait que c'est une chaîne de Ponzi. Vous empruntez de l'argent pour rembourser l'argent que vous avez déjà emprunté, et en plus vous empruntez encore davantage. Je veux dire, cela dépasse même Bernie Madoff parce qu'il le fait ouvertement. Donc, avec ces deux pressions sur lui, quand il s'est agi de la Chine et que la Chine a dit non, nous n'allons pas faire cela, il a en quelque sorte été obligé de révéler son bluff. La question est de savoir quoi faire. Et dans le style typique de Donald Trump, vous battez en retraite et déclarez la victoire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et d'autres personnes disent, eh bien la Chine paye 30% de droits de douane et nous ne payons que 10%. Eh bien c'est absurde. La Chine ne paie pas un centime. Les droits de douane, les marchandises arrivent aux États-Unis et c'est l'importateur qui va payer ces 30%. Et ces 30%, une grande partie sera supportée par le public américain. Donc cela ne résout pas ce problème. Et certes, cela aide pour les obligations, mais cela ne le règle pas non plus, car il n'y a aucun plan pour tout rembourser ou pour le réduire de manière significative. Donc en ce moment, nous sommes dans une période de transition, 90 jours. Ils sont censés trouver un mécanisme qui leur permette d'interagir de manière civilisée. Maintenant, notez bien ceci. Au lieu de faire venir des gens à Mar-a-Lago, de les faire s'agenouiller et supplier, puis de les ridiculiser après leur départ, comme l'ancien Premier ministre du Canada, Trudeau, ou d'aller à Washington comme l'ont fait les Japonais, et de dire « D'accord, que voulez-vous » Et la réponse venant directement de Trump a été « Qu'êtes-vous prêt à offrir ?» Or, le Japon n'était pas intéressé à surenchérir contre lui-même. Alors il est retourné à Tokyo et a dit « Cela va être une affaire longue et compliquée, car ils ne veulent pas dire ce qu'ils veulent, et nous n'allons pas commencer à enchérir contre nous-mêmes. » Dans ce contexte, la Chine a déclaré « Non, nous n'irons pas à Washington. Nous n'irons pas à Mar-a-Lago. Nous voulons que vous veniez à Genève, un espace neutre.
Sauf que cet espace neutre est le siège de l'Organisation mondiale du commerce, une organisation que les États-Unis ont pratiquement sabotée et que la Chine souhaite promouvoir. Et non seulement ils ont mené les négociations là-bas, obligeant les États-Unis à sortir de leur territoire, mais ils ont également remis un rapport directement et très publiquement au chef de l'OMC. Les gens étaient ravis d'apprendre qu'il allait y avoir une forme d'ordre. Mais ce mécanisme commercial, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela ne signifie pas grand-chose si les positions n'ont pas changé. La Chine a été très claire sur le fait qu'elle ne céderait pas et ne plierait pas face au genre d'intimidation qu'elle perçoit de la part de Donald Trump. Donc si vous me demandez, je dirais que le plan correspond à ce qu'ils appellent une phase 2. Et la raison pour laquelle je parle de phase 2, c'est que la phase 1, j'y ai fait référence plus tôt, c'était lorsque la Chine avait accepté d'acheter beaucoup d'énergie et de produits agricoles aux États-Unis. Elle a été interrompue par le Covid et n'a jamais été achevée. Mais dans un livre blanc publié il y a environ 3 semaines et demie par le gouvernement chinois, il y avait 6 points. L'un de ces points portait sur l'échec de la première phase. Très intéressant. Pourquoi parler d'un échec, à moins que ce ne soit une invitation à entamer une phase 2? Et alors la question se pose. Pourquoi la Chine serait-elle intéressée par une phase 2? Eh bien, ils considèrent Trump, et je pense que la plupart des gens aussi, comme quelqu'un de transactionnel, ce qui signifie que si vous lui donnez quelque chose aujourd'hui, il reviendra demain en disant « je veux autre chose ». Cela a été prouvé avec le Mexique et le Canada. Rappelez-vous, c'est Donald Trump qui a négocié lorsque les États-Unis se sont retirés du TPP, le partenariat transpacifique. Il a insisté pour négocier un accord inégal avec le Canada et le Mexique. Et maintenant, il revient sur l'accord même qu'il a conclu avec eux en disant que ce n'est pas suffisant. Il en veut plus. Ainsi, l'objectif de la Chine en proposant une phase 2 est de l'attacher à l'accord, car les produits agricoles seront achetés sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Et si Donald Trump se retire de ce à quoi il a consenti, ils mettront simplement fin à la phase 2 et nous reviendrons exactement au point de départ. L'objectif ici n'est pas de conclure une sorte de grand compromis avec les États-Unis. Il s'agit simplement de tenir pendant les 3 ans et demi à venir avec Donald Trump. Et il n'y a pas que la Chine qui est touchée par ces tarifs douaniers. Et la Chine aimerait instaurer un ordre mondial où l'on reviendrait à l'absence de droits de douane ou à des droits de douane très très ciblés qui pourraient être justifiés par une politique intérieure ayant un sens. C'est donc là où nous en sommes aujourd'hui, selon moi. La Chine attend de voir si les États-Unis vont suivre cette voie. Ils ne veulent pas acculer Trump. Ils doivent être les adultes dans la pièce. Beaucoup de gens à Pékin aimeraient simplement voir Donald Trump s'effondrer sous la double pression de la dette et de sa propre base qui se rebelle contre la hausse des prix. La Chine se rend compte qu'un système mondial est en jeu, alors elle fait de son mieux pour créer un espace de respiration jusqu'à ce que Donald Trump parte et soit remplacé, espérons-le, par quelqu'un d'un peu plus raisonnable. Oui, l'idée selon laquelle ils ne veulent pas briser l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Trump a donné une interview à propos de la réduction des droits de douane, il a soutenu que les Chinois auraient été anéantis et que cela n'aurait pas été une bonne chose si cela avait continué. Donc d'une certaine manière, cela leur a profité. Je suis d'accord avec ta critique sur le fait que Trump alimente toute cette imprévisibilité. Ce qui est intéressant, cependant, c'est l'absence de plan. Et cela ne concerne pas seulement Trump. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Trump est arrivé au pouvoir. Parce que les gens, même avant son élection, voyaient bien que cela n'était manifestement pas tenable.
La dette ne cesse d'augmenter. Le niveau de vie devient plus difficile. Et au lieu d'avoir des politiciens et des journalistes qui discutent des réalités et des voies possibles à suivre, ils considéraient que leur principale mission était de défendre le gouvernement, en faisant semblant que tout allait bien. Il n'est pas sénile. Nous ne faisons pas faillite. Nos plus beaux jours sont devant nous. Il n'y a pas d'alternative. Et puis Trump est arrivé. Et je pense que les gens ont tenté leur chance, parce que, à son crédit, il a reconnu beaucoup de faiblesses, et le fait que la situation n'était pas tenable. Mais après cela, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne pense pas que ce qu'il a mis en place, ni aucune de ses idées, ait vraiment beaucoup de sens. En effet, vous faites référence à ces manchots. Et cela fait référence à la raison pour laquelle il a instauré ces tarifs douaniers, parce qu'il regarde les territoires où il n'y a pas d'excédent commercial et dit, eh bien, il nous faut alors des tarifs réciproques. Mais avec des tarifs réciproques, cela implique que vous alignez vos tarifs sur les leurs, que vous faites la même chose. Mais ce n'est pas ainsi qu'il les a calculés pourtant. Comment ces tarifs sont-ils déterminés? N'est-ce pas simplement que si vous avez un déficit commercial, si l'autre partie exporte plus que vous, vous leur imposez des tarifs? Eh bien, je veux dire, revenons à la racine du problème. Le récit populaire que tout le monde à Washington aime répandre, c'est que d'une manière ou d'une autre, tous les emplois ont été volés aux États-Unis par d'autres pays. Et c'est tout simplement faux. Ce qui s'est passé, c'est que le dollar américain est l'épine dorsale du système commercial, mais cela augmente la valeur du dollar. Le dollar est plus précieux. Les gens achètent constamment des dollars et les utilisent pour régler des échanges, et cela fait monter la valeur du dollar. Ce qui est formidable si vous essayez, vous savez, de maintenir ce niveau élevé d'emprunt, car vos taux d'intérêt restent très bas puisque les gens achètent. Donc un dollar fort est excellent pour la dette des États-Unis. Mais d'un autre côté, un dollar fort signifie qu'il est beaucoup moins cher d'acheter ailleurs, non? Parce que si vous produisez aux États-Unis avec un dollar fort, qui va vous acheter vos produits? Et vous savez, il n'y a pas seulement un dollar fort, il y a aussi un écart au niveau des salaires. Par exemple, les salaires en Inde par rapport aux États-Unis dans l'industrie manufacturière, le salaire indien représente un 33e, soit environ 3%. D'accord, donc si vous payez quelqu'un 100 dollars par jour aux États-Unis, en Inde, vous le payez 3 dollars. Si c'était en Chine, vous le paieriez 20 dollars. Il y a donc une énorme différence dans le montant à verser pour la main-d'œuvre. Cette combinaison a fait en sorte que les entreprises américaines ont dû partir et chercher des endroits moins chers pour fabriquer, parce que sinon, l'Europe l'aurait fait. L'Europe était le principal concurrent des États-Unis. Vous savez, ils vendent des avions, nous vendons des avions. Ils vendent du matériel médical, nous vendons du matériel médical, et ainsi de suite. Ils ont donc été forcés dans cette situation, et ils en étaient plutôt satisfaits, car cela augmentait leurs bénéfices. Des milliers de milliards de dollars de profit depuis 2001 ont afflué dans les caisses des entreprises américaines. Mais ont-ils été redistribués? Pas aux travailleurs. Si l'on regarde l'évolution des salaires, elle est restée globalement stable pendant cette période, avec une légère hausse ces dernières années. Mais comme elle est restée stable, le niveau de vie réel des gens a baissé. Et comment le savons-nous? Eh bien, en 1971, ce qui précède bien sûr 1991, mais je veux dire 2001, 61% des Américains étaient pour la classe moyenne. Avançons jusqu'à l'année dernière. Ils ont réalisé une étude sur le revenu médian et ont découvert que seulement 40% des Américains font désormais partie de la classe moyenne. Certes,
il y a eu une certaine augmentation de la classe moyenne supérieure, mais elle n'a pas été de 21%. Donc en gros, on assiste à un appauvrissement de l'Amérique. Et les Américains, au niveau local, en sont conscients. C'est pour cela qu'ils sont en colère. Ils ont le sentiment que le gouvernement et le système, censés les représenter et prendre soin d'eux, n'ont rien fait d'autre que de servir ces gros bonnets. Maintenant, revenons aux entreprises. D'énormes profits. Le gouvernement, je veux dire, un gouvernement est censé veiller sur tout le monde. Il aurait été logique de dire à ces gens, « D'accord, nous allons devoir vous imposer. » Et la raison pour laquelle nous vous imposons n'est pas parce que nous le pouvons, mais parce que nous devons transformer notre système éducatif afin de préparer les gens à être compétitifs dans la future économie numérique. Nous devons reconstruire notre infrastructure pour disposer de la capacité logistique nécessaire à une distribution efficace dans tous ces domaines. Nous devons donc créer une base numérique d'entreprises capable de rivaliser à l'avenir, car ce sont des secteurs à forte marge où l'on peut verser des sommes importantes grâce à la productivité et aux ventes. L'idée de revenir en arrière et en somme de recréer le système industriel qui existe déjà, rappelez-vous, nous sommes à pleine capacité. La loi de l'offre et de la demande dit que s'il y a une demande, il y aura une offre. Mais si vous augmentez l'offre, si vous développez la production, que se passe-t-il? Il y a de la concurrence. Et généralement, dans ce type de concurrence, ce sont ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix et les prix les plus bas qui l'emportent. Et ce ne sera pas les États-Unis. Et même s'ils gagnent, les marges seront réduites. Les profits baisseront. Ils ne pourront pas verser de gros salaires aux travailleurs américains parce qu'ils seront sous pression pour réduire leurs coûts. Donc, ce que fait Donald Trump n'a pas de sens. Il essaye de revenir en arrière à une époque où il y avait très peu d'argent et de profit dans ce secteur. Je veux dire, pour vous donner un autre exemple, hier, l'Association des industriels s'est manifestée et s'est adressée au gouvernement en disant « Écoutez, nous avons des pénuries, près de 100 000 personnes que nous ne trouvons pas parce qu'elles ne sont pas qualifiées pour travailler dans notre secteur, dans notre industrie manufacturière. » Et pourtant, Donald Trump affirme vouloir créer une économie manufacturière aux États-Unis, n'est-ce pas? Seulement 40% des Américains savent lire au-dessus d'un niveau de 6e. Est-ce que cela ressemble à une population prête pour l'économie numérique? D'où tout cela va-t-il venir? Et au lieu de, je pourrais comprendre s'il disait, d'accord, nous allons lancer un grand effort, un moment Spoutnik. Nous allons accorder une importance accrue au STEM et nous assurer que nous avons les scientifiques, les ingénieurs et les personnes prêtes à travailler dans cette nouvelle industrie. Non, lui, il démantèle le ministère de l'Éducation. Donc tout ce qu'il semble faire va à l'encontre de ses objectifs. Il est coincé dans une situation où un dollar faible aurait des conséquences désastreuses sur notre dette. Et pourtant, s'il n'a pas un dollar faible, les produits américains ne seront pas compétitifs. J'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait presque un ratio de 10 pour 1, c'est-à-dire que 10 dollars vaudrait 1 dollar, pour que les États-Unis soient en position de rivaliser en termes de main-d'œuvre et d'offres. Si cela arrivait, qui voudrait encore acheter des bons du Trésor? Pourquoi? Je n'ai pas besoin de subir une telle perte. Je veux dire, Peter Navarro a déjà déclaré que le dollar devait être dévalué de 30%. Eh bien, lorsque vous dévaluez le dollar de 30% et que vous achetez un quart 25% de tout ce que vous consommez à l'étranger, vous venez simplement de multiplier l'effet des droits de douane. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation désespérée. Et qui est touché? Bien sûr, les consommateurs. On voit maintenant des gens qui vont régulièrement dans les supermarchés et qui achètent maintenant pour payer plus tard. Lorsqu'ils paient plus tard,
Ils vont payer, vous savez, sur une base annuelle 300 à 500% de plus. Ils n'ont plus de liquidité, ils n'ont plus de crédit, ils risquent de perdre leur voiture. Ils ne peuvent même plus se permettre de réparer leur voiture parce que les pièces elles-mêmes sont soumises à ces droits de douane et que leur argent vaut moins. Ce qui valait $10 aujourd'hui ne vaut plus que $9. Je veux dire, $10 il y a 2 mois ne valent plus que $9. Donc il faut payer plus, et ensuite il y a les tarifs douaniers en plus. L'Amérique se retrouve donc dans une situation désespérée. Donald Trump ne sait pas vraiment quoi faire à ce sujet. Il ne veut pas paraître faible. Fairly, la Chine essaye désespérément de trouver comment elle peut apaiser la situation pour qu'il n'utilise pas la carte militaire. C'est toujours un danger, car c'est la dernière carte dont disposent les États-Unis. Ils lancent quelque chose pour essayer d'unifier le pays, pour que la population accepte la douleur que Donald Trump impose. Mais cela pourrait coûter des vies. Cela pourrait mettre fin au monde tel que nous le connaissons. Je pense, encore une fois, qu'un problème clé semble provenir de certains de ces accords commerciaux du début des années 90 également. Comme vous l'avez soutenu, cette nouvelle division internationale du travail, c'est-à-dire que les États-Unis devraient se concentrer sur la technologie et la finance, et ils ont accepté qu'une grande partie soit externalisée. Bien sûr, il y a un énorme avantage. Comme vous l'avez dit, on externalise une grande partie de la production et de l'assemblage, et cela coûte moins cher. Mais évidemment, cela signifie aussi que vos propres concitoyens perdent leur emploi. À mon avis, à cette période critique, surtout au début des années 90, quand tout cela se produisait, l'hypothèse principale semblait être, eh bien, c'est ainsi qu'une économie mondiale se réajuste. Ces personnes qui fabriquaient des voitures dans les usines vont simplement passer à des professions hautement qualifiées et bien rémunérées. Ils deviendront tous, en quelque sorte, des programmeurs. Mais nous avons vu l'inverse se produire. Ils se sont tous retrouvés dans des emplois moins qualifiés et moins bien payés. Ainsi, les personnes qui fabriquaient les voitures se sont retrouvées plus ou moins à travailler chez Kmart à la place. Et on se retrouve dans une situation très difficile, comme vous l'avez dit. La classe moyenne commence à s'affaiblir. Lorsqu'il n'y a plus de classe moyenne, le capitalisme est perçu uniquement comme une relation entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités. Donc bien sûr, les tensions commencent à monter. Je reconnais donc que ce n'était pas viable, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que tout ce qui est fait actuellement est très contre-productif, et que cela semble parfois simplement dû à de mauvaises informations. L'idée selon laquelle, si l'Amérique impose 30% de droits de douane à la Chine, et que la Chine n'en impose que 10%, alors l'Amérique gagne. Vous avez mentionné le coût pour le consommateur. Bien sûr, tous ces coûts payés par l'importateur sont répercutés sur le consommateur. Donc non seulement les prix augmentent pour le consommateur, mais cela suppose en plus que les importations ne concernent que les produits finis. Très souvent, il s'agit également de composants qui entrent dans une chaîne d'approvisionnement, ce qui signifie que le produit final américain sera plus cher et moins compétitif. Il semble donc que ce soit un vrai problème. Mais cette recherche de solutions faciles, et comme vous l'avez dit, beaucoup de choses que l'Amérique doit faire, si elle veut se réindustrialiser, commence par le système éducatif. Vous savez, ça doit se construire sur de nombreuses années, comme la Chine l'a fait pendant de nombreuses années. Mais cette idée que l'on peut tout condenser en 2 ans et ramener l'Amérique au sommet, cela va être très perturbateur et très conflictuel. Car non seulement il faudrait réinventer son économie à un point qui semble impossible, mais il faudrait aussi briser les jambes des Chinois. Et je suppose, pas seulement les Chinois, tout le monde, oui.
Prendre des territoires aux Danois, vous savez, réorganiser tout l'hémisphère occidental, c'est assez, oui, dangereux. Mais ma question est, comment la Chine réagit-elle à cela? Parce que, indépendamment du retrait des tarifs douaniers, la fiabilité des États-Unis n'est plus la même. Et encore une fois, ce n'est pas seulement Trump. Vous savez, la guerre économique a commencé avec la première administration Trump, mais elle n'a fait que s'intensifier sous Biden. Encore une fois, cette coupure de l'accès de la Chine aux semi-conducteurs, par exemple, c'était un signal extrêmement dangereux. Cela a dit aux Chinois, de façon très directe ou indirecte, que vous savez, nous ne sommes pas prêts à vivre avec vous en tant qu'égal. Et notre objectif est désormais de détruire votre secteur technologique et vos progrès économiques. C'était une déclaration de guerre froide. Donc, que Trump parte demain ou non, peu importe qui lui succède. L'interdépendance avec l'Amérique, qui aurait été bénéfique pour la stabilité entre les États-Unis, la Chine et le reste du monde, n'est plus du tout garantie. Alors si vous êtes la Chine, que faites-vous? Parce que vous ne pouvez pas accepter une telle dépendance envers un partenaire peu fiable. Où vont donc les exportations chinoises? Comment la Chine réorganise-t-elle son système commercial? Désolé, c'était une question très longue. Je m'en excuse. Sorry, that was a very long question. I apologize. Non, je comprends l'essentiel. Je veux dire, Donald Trump n'a pas de plan à long terme. Pendant 18 ans, il s'est plaint du système de santé. Lorsqu'on lui a demandé, peu avant la dernière élection, quel est votre plan pour la santé, il a répondu, eh bien, j'ai un cadre conceptuel. Vraiment? Un cadre conceptuel sur un sujet dont vous avez parlé sans cesse alors que vous avez été président pendant un mandat, et vous n'avez rien à proposer de concret. C'est un peu là où il en est. Mais vous parlez de l'irrégularité comme d'un problème lié à la Chine, c'est plus large que ça. L'Europe a un problème avec l'irrégularité de l'Amérique du Sud aussi, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale. En fait, même l'Australie commence à se détourner. Et cela s'est vu très clairement lors des élections qui ont eu lieu. Le Canada a voté pour quelqu'un qui va défendre les intérêts du Canada. Ils ne veulent pas devenir notre 51e État. Le Canada a été influencé par Donald Trump, malgré ses efforts pour essayer d'influencer les choses, cela n'a pas fonctionné. Les gens ont sanctionné le parti qui, en gros, agissait comme Trump, tenait le même discours. Ainsi, le monde réagit à un partenaire peu fiable qu'il considérait autrefois comme un phare, une entité qui, en somme, montrait la voie, les guidait à travers les dangers, soutenait les institutions internationales, défendait l'état de droit, parlait des droits de l'homme, toutes ces choses-là. Et maintenant, le monde est sens dessus dessous. Au lieu de parler de règles et de lois internationales, il a dit « je vais simplement prendre le Groenland, je vais prendre le Canada, je vais prendre Gaza et je vais prendre le canal de Panama. » C'est un revirement total, bien sûr. Tout le monde a exactement le même problème. Et personne ne veut se retrouver sous la coupe des États-Unis, dans le cadre d'un accord bilatéral inégal, qui en substance dit « tu vas me soutenir, je vais tirer profit de toi et n'attends rien en retour. Sois simplement reconnaissant que je ne te fasse pas pire. » Oui, les États-Unis s'isolent progressivement. Et la question qui se pose au monde, individuellement et collectivement, est de savoir s'ils peuvent vivre sans que les États-Unis soient la pièce centrale de l'économie mondiale et du système politique international. Non pas parce qu'ils veulent exclure les États-Unis, mais simplement parce que les États-Unis se retirent. Ils veulent tous les avantages, mais ne veulent assumer aucune des responsabilités. Nous avons vu cela avec l'USAID, et beaucoup de gens sont contents que cela ait disparu, parce que, pour certains, ils y voyaient une façade pour des activités de la CIA visant à déstabiliser des pays. Mais en réalité, l'USAID fournissait aussi des vaccins contre le sida en Afrique. Elle menait des actions pour prévenir des épidémies,
offrait des vaccins contre la polio et d'autres choses de ce genre pour s'assurer que ces maladies ne redeviennent pas un problème. Maintenant, tout cela a disparu. Et c'est symbolique du fait que les États-Unis, nous n'en avons tout simplement plus rien à faire. Ce que vous faites, c'est votre affaire. Mais ce que nous voulons, c'est que vous souteniez notre système et notre mode de vie parce que nous avons été floués. J'ai toujours trouvé cela un peu étrange. Le pays le plus riche, le plus puissant du monde, avec la plus grande armée, aurait été floué par des pays qui n'ont même pas les moyens de nourrir leur propre population. Comment est-ce possible? Et beaucoup de gens se posent les mêmes questions. Donc la vraie question, à l'avenir, c'est, puisque Donald Trump n'a pas de plan, jusqu'où cela peut-il aller? Du point de vue de la Chine, comme je l'ai dit, la seule solution qui semble avoir du sens pour eux est cet accord de phase 2. L'attacher à un accord de sorte que s'il s'en retire, cela le punisse automatiquement. Comment il va gérer son problème de dette? Je l'ignore, car ce n'est pas quelque chose que la Chine peut influencer. Ils ne sont pas intéressés par un effondrement du dollar américain. Ils auraient pu le faire facilement, simplement en vendant leurs bons du Trésor sur quelques jours. Cela aurait entraîné une augmentation massive des taux d'intérêt, et cela plane toujours au-dessus de la tête de la Fed. Ils s'en inquiètent. Et puis il y a Bezant. C'est un personnage étrange. À une époque, il était encore très proche de Soros, que Trump considère comme le diable, et que la plupart de l'establishment de Washington, les néoconservateurs, voient comme une force maléfique à combattre. Et pourtant, il travaille pour Donald Trump. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Était-il un homme à succès? Oui, il a gagné 500 millions de dollars, mais ses dernières entreprises, chaque fois qu'il s'est éloigné de l'influence de Soros, n'ont pas bien marché. Soros a dû en quelque sorte ramasser les morceaux de sa dernière affaire. Et tout à coup, maintenant, il est devenu politicien. A-t-il une réponse? Il devrait. Mais voilà un homme qui se plaint de la financiarisation. Cette idée selon laquelle on n'investit pas dans les entreprises, on parie sur des résultats. Par exemple, que va-t-il arriver à différentes devises si certains événements se produisent? Que va-t-il arriver au marché boursier si la Fed change ses taux? C'est ça, la financiarisation. Cela n'aide pas les entreprises à construire quoi que ce soit, ni ne leur donne le capital pour le faire. C'est simplement un casino. Et il a gagné beaucoup d'argent dans ce casino. Puis il y a quelques semaines, il a commencé à parler des méfaits de la financiarisation. Cela me rappelle ce film Casablanca, quand le commandant dit à Rick, « Je suis choqué de découvrir qu'il y a des jeux d'argent chez vous. » Et immédiatement, la personne responsable dit, « Oh commandant, voici vos gains. Oh merci. » Donc je veux dire, c'est devenu une caricature. Si l'on prend du recul et qu'on regarde ce qui se passe, la Chine se trouve dans une position étrange où elle doit sauver les États-Unis, malgré le fait qu'ils ont affaire à un enfant de 11 ans qui, en somme, fait une crise de colère au milieu du supermarché. Ils ne peuvent pas se retirer. Il y a trop d'enjeux à l'échelle mondiale. Donc ils essayent de trouver quelque chose. D'après ce que je vois, c'est la seule chose qu'ils ont vraiment. Et ils espèrent qu'il l'acceptera parce que il veut déclarer la victoire. Comme je l'ai dit, ces autres pressions vont vraiment lui tomber dessus. Ils poussent cette réduction d'impôts de 4 000 milliards de dollars qui n'est pas financée, en cours d'examen au Congrès en ce moment. Il a beaucoup de mal à convaincre même son propre parti que c'est ce qu'ils veulent, alors qu'en général, ils sont très favorables aux baisses d'impôts. Ils disent que ce n'est pas tenable. On ne peut pas continuer à ajouter des réductions d'impôts à la dette nationale. Donc il a beaucoup de problèmes. Ils sont tous liés à sa méconnaissance fondamentale, son manque de connaissance ou sa pure ignorance en matière d'économie. Le fait est qu'il ne choisit pas des personnes capables de le conseiller.
Il choisit des personnes qui vont refléter tout ce qu'il dit. La compétence de son cabinet dans son ensemble est extrêmement douteuse. La plupart d'entre eux viennent de la télévision, ils étaient des experts ou passaient à la télé. Ils ont une belle apparence, mais comprennent-ils vraiment ce qu'ils font? Je veux dire, Pam Bondi, sa procureure générale, a déclaré qu'ils avaient saisi 22 millions de comprimés de fentanyl. Elle a commencé par dire que cela avait sauvé 25 millions de vies. D'accord, c'est un peu exagéré, mais admettons. Puis lors de sa prochaine intervention, c'est devenu 110 millions de vies sauvées. Et ensuite, plus de 220 millions. Or, les États-Unis ne comptent que 360 millions d'habitants. Mais je veux dire, cela a été dit avec le plus grand sérieux. Voilà les personnes dont Donald Trump s'entoure. Et c'est ça qui fait peur. Il reflète ce qu'il veut. Ils sont tous remplaçables. Il peut les remplacer en une seconde. Le problème, c'est qu'il ne reçoit pas les informations dont il a besoin. Et comme nous l'avons vu lors de son premier mandat, il n'aime pas qu'on lui donne des conseils. Il dit « Vous me freinez, laissez Trump être Trump ». Le problème, c'est que Donald Trump, tel que nous le connaissons, a fait faillite 6 fois. C'est un criminel condamné. Il a été impliqué dans toutes sortes de combines pour lesquelles il a dû rembourser des dizaines de millions de dollars à cause d'activités frauduleuses alléguées par ceux qui l'ont poursuivi et par des procureurs généraux. Il a utilisé sa propre fondation caritative comme couverture financière, un gouffre pour ses propres projets de vanité et pour récompenser des gens, pour rembourser les dettes de sa maîtresse, je veux dire, de l'argent pour acheter le silence de sa maîtresse. Ce sont le genre de choses qui devraient inquiéter les gens, et tôt ou tard, ce sera le cas. Les rayons des supermarchés, les étagères des appartements sont vides, et les prix augmentent. Vous allez voir une division au sein de sa base. Sa base a généralement été extrêmement solide à 30%. Et ils vous diront, eh bien, je ne comprends pas ce qu'il fait, mais il est de mon côté et je suis de son côté. D'accord? C'est un acte de foi pur. C'est une secte. Mais quand ils commenceront à perdre leur maison, leur voiture, qu'ils ne pourront plus payer leurs courses, vous verrez une division et ils vont alors s'en prendre les uns aux autres. Mais ce n'est pas quelque chose à célébrer. Nous n'avons pas besoin de plus de gens en colère aux États-Unis. Nous en avons déjà assez. Nous ne voulons pas qu'ils décident qu'il est temps de prendre les armes parce qu'ils sont frustrés. Nous avons besoin de quelqu'un pour apaiser la situation. Malheureusement, ce type de leadership ne vient pas de Washington. Donc la Chine et le reste du monde se retrouvent coincés avec ce problème. Comment le convaincre de ne pas sauter dans le vide? Il veut sauter, et c'est très très difficile. Et oui, il faut effectivement l'amadouer. Regardez, il est allé au Moyen-Orient en disant « Oh, des milliers de milliards de dollars vont arriver en Amérique. » Eh bien, pas vraiment. Beaucoup de ces accords ne sont que des sujets de discussion soumis aux conditions du marché. Vous savez, il faudra 10 ans, bien après son départ, pour qu'il se concrétise, si jamais c'est le cas. Et vous avez vu la même chose avec les entreprises. Il est plus facile d'amadouer Donald Trump et d'échapper à la menace de ses tarifs douaniers que de l'affronter et de lui dire que ce qu'il fait n'a pas de sens. Il y a cependant un marteau auquel il ne peut pas échapper et qui arrive. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est que le public américain n'est pas content de la hausse des prix et de la perte d'emplois. Je veux dire, revenons en arrière. La semaine dernière, FedEx a licencié 20 000 personnes. 20 000 personnes qui gagnaient entre 45 et 65 dollars de l'heure. C'était des salaires permettant de faire vivre une famille. Maintenant, ces emplois ont disparu. Et dans le secteur de la logistique, ceux qui livrent les marchandises, on s'attend à encore plus de licenciements. Peut-être 3 fois plus de personnes perdront leur emploi. Ensuite, il y a le marché obligataire.
À quel moment les États-Unis feront-ils faillite parce qu'ils ne peuvent plus lever assez d'argent? Rappelez-vous, il s'est débarrassé d'une grande partie de l'IRS, ceux qui sont censés collecter l'argent. Il s'en est débarrassé. Combien de temps les États-Unis peuvent-ils continuer à emprunter de l'argent pour payer leurs dettes? Je pense qu'il y a un dilemme, car d'un côté, ils ne veulent pas trop apaiser Trump, et de l'autre, ils souhaitent qu'il disparaisse. Mais cela ressemble à la mise en place d'accords qui ne porteront réellement leurs fruits que dans plusieurs années. Cela semble être une situation mutuellement bénéfique. Comme tu le dis, ils échappent à la pression de Trump, tandis que Trump peut proclamer une victoire, même si rien n'en découle réellement. Mais au-delà de la volonté de stabiliser la relation avec les États-Unis, comme la Chine qui essaie de les engager dans un véritable accord, il y a aussi ce besoin ou cet intérêt à diversifier, à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Je n'ai vu que ce matin, par exemple, que la Colombie souhaite rejoindre la Banque de développement des BRICS. Encore une fois, cela touche de nombreux domaines. Les technologies, la dépendance aux industries et aux chaînes d'approvisionnement, même les corridors de transport physiques utilisés par les pays, et leurs banques, bien sûr, maintenant avec les BRICS et les monnaies. Donc, dans tous les domaines, on voit que c'est pour cela que les Chinois et les Russes développent ce corridor vert. Pourquoi ils créent de nouvelles bourses de matières premières? Toutes ces choses sont en discussion, parce qu'on ne peut pas espérer que l'Amérique sera bienveillante demain. Mais selon vous, où cela va-t-il mener? Quand cela commencera-t-il à causer de réelles difficultés aux États-Unis? Eh bien, il y a deux types de souffrance. La première, encore une fois, concerne les consommateurs. Il faudra 2 mois pour que l'ensemble des tarifs en place touchent vraiment durement les consommateurs. Parce qu'il faut se rappeler, avec le Mexique et le Canada, c'est très immédiat. Les prix des aliments augmentent parce que les produits venant du Mexique coûtent plus cher. Le bois va devenir plus cher parce qu'une grande partie vient du Canada. L'énergie pourrait aussi devenir plus chère, car c'était le flux bon marché d'énergie en provenance du Canada qui aidait les États-Unis. L'industrie automobile est en désordre. Ils fabriquent des pièces des deux côtés de la frontière, au sud au Mexique, et font des allers-retours. Les constructeurs automobiles, une partie est fabriquée au Mexique, une autre partie est fabriquée aux États-Unis. Tout ce qui est fait au Mexique sera soumis à des droits de douane. Tout ce qui est fait au Canada sera également touché. L'industrie automobile ne va pas bien s'en sortir. Et souvenez-vous, il y a 1 an, ils ont obtenu, c'était une augmentation de 30% de leur rémunération. Non, je ne dis pas qu'ils ne la méritaient pas. Ils ont beaucoup sacrifié pendant la crise financière, en pensant qu'ils seraient récompensés lorsque la situation s'améliorerait. Au lieu de cela, les entreprises se sont récompensées elles-mêmes avec des augmentations de 240% de leurs salaires et avantages. Le syndicat a dit, écoutez, c'est pas juste. Nous voulons notre part. Vous nous l'aviez promis, vous nous avez menti. Finalement, ils ont obtenu 30% après toutes ces grèves, comme vous vous en souvenez. Mais le problème, c'est que ça n'a pas augmenté la productivité. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu une augmentation de 30% de leur salaire qu'ils vont produire plus de voitures. En fait, maintenant, les voitures sont plus chères. Donc je veux dire, les choses ne vont pas dans le bon sens. Vous avez raison. Les gens cherchent à réduire les risques liés aux États-Unis. Et l'ironie, c'est que ce sont les États-Unis qui affirmaient qu'il fallait réduire les risques liés à la Chine. Ce sont de mauvaises personnes. Ils vont vous faire du mal. Ils vont pratiquer la diplomatie du piège de la dette.
Eh bien, je ne peux rien imaginer de plus proche de la diplomatie du piège de la dette que la bombe de la dette américaine, car elle est soutenue dans une certaine mesure à l'intérieur des États-Unis, mais en grande partie à l'extérieur. Si ces soutiens extérieurs s'arrêtent, vous allez voir une flambée des taux d'intérêt. Quand cela arrivera, comme je l'ai dit, ils n'auront aucun moyen de rembourser. Alors, quel est l'avenir? L'avenir, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut gérer les 3 ans et demi à venir. J'espère que les gens ne pensent pas que destituer Donald Trump sera une solution magique. Je veux dire, je pense toujours à Donald Trump et J.D. Vance comme dans Star Wars. Il y a l'empereur, il y a Dark Vador. On ne veut pas que Dark Vador devienne l'empereur. Dans le cas de J.D. Vance, les choses qu'il a dites à l'Europe, ce qu'il a dit sur le génocide en Afrique du Sud, tout en ignorant le véritable génocide qui se déroule à Gaza, ce n'est clairement pas la personne que l'on souhaite à la tête des États-Unis. C'est un idéologue et il est très étroitement lié à Palantir. Toutes ses activités politiques jusqu'à présent ont été fortement soutenues par l'un des propriétaires de cette entreprise et il est déterminé à revenir pour défendre les intérêts de ces groupes. Vous le voyez déjà aujourd'hui au sein du gouvernement. L'armée est en pleine transition, et pour de bonnes raisons. Elle s'éloigne des chars, des obusiers, des navires de guerre et des porte-avions pour se tourner vers ce qu'elle considère comme plus efficace, la guerre électronique, les drones et les missiles. Cela ne se fait pas sans difficulté. Le complexe militaro-industriel américain est ancien et profondément enraciné dans les sphères du pouvoir. De nombreux généraux, amiraux, etc. rejoignent dès leur retraite les conseils d'administration de ces industries de défense, apportant avec eux une influence et un réseau considérable. En conséquence, il va y avoir une certaine lutte pendant cette transition. Même les agences de renseignement en subissent les conséquences. Donald Trump ne semble pas se soucier de qui il affronte. Et il s'agit de forces très puissantes, qui préfèrent agir dans l'ombre, dans des salles de conseil enfumées, où les décisions sont prises et où des gens finissent par mourir, où d'autres choses néfastes se produisent. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font est néfaste. Je dis simplement qu'ils ont façonné la politique américaine pendant très longtemps, en dehors du cadre des représentants dûment élus qui sont censés s'en charger. Donc oui, en ce moment, l'avenir ne semble pas très prometteur. Il y a des problèmes. C'est juste rassurant de savoir qu'il existe des pays ailleurs. Et il ne s'agit pas seulement de la Chine. Le Brésil en est conscient, la Russie aussi dans une large mesure. Je veux dire, les BRICS sont désormais, en essence, les héritiers responsables d'un système qui a été brisé par ceux-là même qui l'avaient créé et étaient censés le soutenir. L'Europe se trouve quelque part au milieu. Elle n'arrive pas à décider dans quelle direction aller. À un moment donné, elle devra prendre une décision. Et je ne dis pas qu'elle doit choisir un camp ou l'autre. Je dis qu'elle doit commencer à réfléchir à l'Europe, à ce dont l'Europe a besoin pour avancer. Je dirais que c'est très similaire aux États-Unis dans le sens où il faut investir dans l'éducation, préparer sa main-d'œuvre pour les secteurs où il y aura de l'argent, où les salaires sont plus élevés. Pour vous donner un exemple de l'hypocrisie de Donald Trump, il parle des déficits manufacturiers comme si c'était la seule chose qui comptait. En réalité, les États-Unis enregistrent un excédent positif dans le secteur des services. Mais je suis surpris que les autres pays ne disent pas « Eh bien, les États-Unis ont un excédent dans les services. Nous devrions imposer des droits de douane sur ces services. » Car c'est exactement la même logique que celle utilisée par Donald Trump. Il est donc très simpliste. C'est un peu comme ce qu'il a dit à propos de la baisse du PIB. Il affirme que tout ce qui va mal est la faute de Biden et tout ce qui va bien est à mettre à son crédit. Je m'attendrais à ce qu'un enfant de 11 ans me dise cela,
mais je ne m'attends pas à ce qu'un adulte supposément responsable tienne de tels propos. J'ai vu ces commentaires. Quand la bourse baisse, c'est l'économie de Biden. Quand elle monte, c'est l'économie de Trump. Mais bien sûr, on peut remettre en question l'idée même que se concentrer uniquement sur la bourse soit forcément le meilleur indicateur de la santé économique. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et j'espère que vous reviendrez bientôt. N'importe quand. Je serais absolument ravi d'être ici. Vous posez des questions extrêmement pertinentes et c'est un honneur d'être dans votre émission. Je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs très réfléchis. Merci. Thank you.